Alors, la transition F2L-OLL, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il y a plein de subsets qui existent, comme par exemple le VLS, qui permet d'optimiser l'OLL qu'on va avoir. Par exemple, je sais pas, le Winter Variation, par exemple, pas forcément le VLS, mais le Winter Variation, qui, si on a appris les algos, et qu'on a notre paire déjà formée à la fin, va nous permettre d'insérer notre paire de manière différente pour skipper l'OLL. Voilà. Je vais pas rentrer dans tous les détails de ça, tout simplement parce que j'estime que pour passer sub 10, de connaître toutes les Winter Variations et toutes les VLS, c'est pas primordial. Ça peut un peu vous aider pour certains sols, vous pouvez les apprendre. J'ai fait une vidéo sur les Winter Variations que vous pouvez regarder si vous voulez, juste pour en connaître 2-3 comme ça. Mais c'est pas ce qui va être absolument important. Vraiment, pour la transition F2L-OLL, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que à partir de la dernière paire, comme je vous ai dit dans les F2L, lorsqu'on résout une paire, on a l'œil sur la suivante. Et ben, lorsqu'on est à la dernière paire, et ben, on n'a pas de paire suivante. Donc, au lieu d'avoir l'œil sur la paire suivante, on va avoir l'œil sur la manière dont les arêtes de la face du haut vont s'agencer. Alors, Félix Mdeggs, il disait qu'au bout de 2 ans de cubing, il s'est lancé dans un pari incroyable d'essayer pour chaque F2L et chaque cas d'arête de savoir les yeux fermés quel cas d'OLL il allait avoir. Il a dit qu'il a vite abandonné, donc voilà, tout ça pour dire que ça sert à rien, il vaut mieux essayer juste de garder un œil sur l'OLL et au moins de savoir si on va avoir un cas de la croix, un cas de la ligne ou un cas du point, voire de la chaise. Voilà. Donc par exemple pour ce cas, je sais que ça sera un cas de la ligne ou de la chaise. Je crois que c'est un cas de la chaise, mais je suis pas sûr. Voilà, ça en était bien un. Enfin de la chaise. Je veux dire là, c'est que moi je trouve que ça ressemble à une chaise, mais du J ou du petit L à l'envers, quoi. Voilà. Et donc je dirais que pour la transition croix F2L, F2L-OLL, pardon, il n'y a pas énormément de choses de plus que ça. Sinon, rentrer dans tous les subsets compliqués, VLS, Winter Variation, que je conseille d'apprendre à un moment donné, mais qui ne va pas être primordial pour passer sub 10. Voilà. Pour passer... pour passer sub 10, on va parler des OLL, mais il ne va pas y avoir de choses absolument exceptionnelles lors des OLL qu'il faut absolument être capable de faire au niveau sub 10. Bien sûr, il faut connaître toutes les OLL, ça va de soi, les 57, voire quelques COLL, quelques OLL-CP, mais bon, c'est pas primordial. Et par contre, il faut être très confiant et être très sûr des finger tricks qu'on utilise pour chaque OLL, et il faut être également très sûr, et il faut également aimer les algos qu'on utilise pour chaque OLL. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple rapide. Pour cette OLL là, bah non, il faut déjà que je résolve les cubes. Voilà, par exemple, tiens, putain, la chance, c'est pile celle-là. Pour cette OLL là, il y a plusieurs manières de la faire. D'abord, on peut essayer de faire, on peut faire ce cas, c'est-à-dire cet algo, on sort la paire U2, on la rapproche, on insère en sledgehammer, ce qui est pas mal, hein. Je trouve que c'est un bon cas. Ou alors on peut faire la fat zune, donc comme ça. C'est 2 algos différents qui sont tous les deux aussi bien, je dirais, mais voilà, qui dépendent de ce que vous aimez faire. Ça marche aussi à droite, hein. Il y a ça. Ou alors fat zune sur la gauche. À vous de décider laquelle vous préférez. Au niveau des OLL, un truc absolument à être capable de faire, c'est résoudre, en tout cas pour les OLL cross, donc c'est-à-dire les OLL de la croix, résoudre n'importe quelle zune de n'importe quel angle. Donc c'est-à-dire si vous avez cette zune, vous pouvez faire ça. Si vous l'avez ici, vous pouvez faire ça. Si vous l'avez ici, vous pouvez faire ça. Ou si vous l'avez ici, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça. Voilà, donc en tout cas pour les unes. Pour les autres cas, par exemple si vous avez celui-là, vous pouvez le résoudre
comme ça, 2 fois la chaise avec l'annulation, 2 fois anti-une avec l'annulation, et si vous êtes comme ça, vous faites 2 fois une avec l'annulation. Si vous avez ce cas, pardon. Voilà, si vous êtes devant, vous faites l'algo classique en RUD. Si vous êtes derrière, vous faites cet algo que je peux vous marquer juste en bas, comme ça. Voilà, donc c'est important pour les OLL cross d'avoir un algo pour chaque angle. Ok, après pour les OLL pas cross, avoir un algo pour chaque angle c'est mieux, mais on va pas dire que c'est absolument ultra important. Voilà, par exemple, celui-ci, moi ce que je fais quand je tombe là-dessus, de cet angle-là, je le fais sur la droite. Quand je suis à l'opposé, eh ben, je fais pas U2, je le fais juste sur la gauche. C'est le même sur la gauche. J'ai fait des vidéos là-dessus également. Si je la retrouve, je vous la mets en annotation, mais bon, vous voyez ce dont je veux parler. Si vous voulez retrouver tous les algos des OLL, je vous conseille la vidéo de Félix Zemdegs qui fait partie du site CubeSkills. C'est le module sur les OLL, cross, ligne, petit j, point de CubeSkills où en fait il montre toutes les OLL qu'il utilise et son exécution. Et je vous conseille de la regarder et comme ça vous pouvez choisir quel OLL faire pour chaque cas, si vous doutez encore de chaque cas sur lequel vous préférez. Et également, il montre ses finger tricks, et ça peut être intéressant pour n'importe qui. Voilà pour les OLL. Pas énormément de choses à dire pour les OLL. Pour la transition OLL-PLL, pas énormément de choses non plus, hein, à part que si vous connaissez des COLL, eh ben c'est super, parce que vous savez que vous allez avoir une OLL de la croix. Mais sinon, la plupart du temps, il faut juste avoir une très bonne reconnaissance du PLL. Mais sinon, il n'y a pas de coup de baguette magique qui va vous permettre de savoir quel PLL vous allez avoir, à part d'apprendre tous les cas d'OLL. Enfin, ça c'est un peu fou. Je crois que Félix Zemdegs avait aussi essayé de faire ça une fois. C'est-à-dire, il savait que s'il faisait la zune là, il allait avoir une PLLT, par exemple, pour chaque cas. S'il faisait un cas de la ligne pour 7 agencements de pièces, il allait avoir par exemple une PLLY. Bon, laissez tomber, ça sert absolument à rien d'apprendre tout ça. Voilà, essayez juste de faire votre OLL d'une bonne façon et de ne pas faire de lock-up lorsque vous arrivez au PLL. Et puis ensuite, il faut avoir une très bonne reconnaissance du PLL. Voilà, ok. On va passer au PLL. Alors le PLL, comme vous vous en doutez, il faut bien sûr tous les connaître, les 21, voire plus. Alors quand je dis voire plus, ça veut dire que, comme pour les OLL, il faut connaître plusieurs PLL pour plusieurs angles. Donc je vais vous donner des exemples tout simples. Celui-là, PLLU classique, si je tombe ici, je fais ça. Par contre, si je tombe à l'opposé, ben, je connais un algo qui permet de le résoudre. Donc voilà, il y en a pour la plupart des PLL, sauf que des fois il y en a, mais ça sert à rien de les utiliser. Par exemple, la PLLJ, elle est tellement rapide que si vous tombez comme ça sert à rien de vouloir faire un autre algo qui, ok, ne fait pas faire de U2, mais qui sera tellement plus lent que faire juste un U2 et résoudre la PLLJ de manière classique. Voilà. J'ai fait une vidéo sur les PLL de plusieurs angles. En fait, c'est juste que j'ai fait une vidéo sur tous les PLL et leur exécution, et j'ai montré leurs plusieurs angles. Voilà. Et je conseille également, comme pour les OLL, la vidéo CubeSkills de Félix Zemdegs, où en plus de montrer toutes les PLL avec leurs angles différents, il montre les finger tricks, ses finger tricks à lui, qui sont plutôt pas mal. Voilà, pour la reconnaissance du PLL, bon, bah, je pars du principe que si vous avez le niveau sub 15, sub 13, sub 12, vous êtes très bon en reconnaissance, enfin que vous n'avez pas de doute sur la reconnaissance des PLL. Mais voilà, maintenant il faut juste maîtriser la UF. Donc la UF, vous savez ce que c'est, hein. C'est par exemple si je tombe là-dessus, comme ça, je vais pas tout replacer et ensuite faire une rotation et faire ma PLL là. Je vais plutôt
rester là, faire ma PLL là, et puis aligner ma face juste après. Voilà. Et puis... quoi d'autre? Ah oui, ah oui, ça c'est super important pour les OLL aussi. Faites des listes des cas d'F2L, des cas d'OLL ou de PLL que vous maîtrisez pas. Alors, c'est-à-dire si vous voyez que vous bloquez sur la PLLG, eh ben, notez-la et entraînez-vous à faire 15 PLLG d'affilée. En essayant lentement au début pour maîtriser le finger tricks et ensuite petit à petit accélérer. C'est la seule manière que vous allez maîtriser un finger trick spécial ou même que vous allez maîtriser une OLL ou une PLL spéciale. Voilà, c'est la seule manière que j'ai trouvé. La refaire. Je tiens juste à dire un truc par rapport à ça. En fonction de l'OLL que vous allez faire, avant d'avoir cet algo de PLL spécifiquement, vos mains, enfin plutôt vos doigts, vont pas atterrir au même endroit d'un solve à l'autre. Donc c'est très bien de pouvoir la faire le plus rapidement possible et sans lock-up, mais voilà, il faudra pas oublier que vous allez devoir replacer vos doigts à un moment donné, donc faire un regrip. Alors si je peux vous donner une idée de... Moi je l'ai pas fait, mais si vraiment vous voulez être méticuleux, vous pouvez essayer de résoudre chaque PLL avec laquelle vous avez des soucis en partant de différentes positions de doigts. Par exemple, partez comme ça et vous essayez de la résoudre sans lock-up. À la fin d'une anti-zune, partez comme ça, essayez de la résoudre sans lock-up. À la fin d'un algo de la ligne, par exemple, nos mains elles sont comme ça, AUF, et on essaie de la résoudre sans lock-up. C'est très long, c'est un travail difficile, mais si vous voulez avoir des finger tricks absolument majestueux, comme ceux de Felix Index par exemple, faut y passer. Je suis à peu près sûr que tous les très très bons cubeurs y sont passés. Moi je l'ai pas fait parce que j'avais la flemme, donc ça veut dire que vous pouvez passer sub 10 sans vraiment faire ça, mais voilà, c'est un conseil. Ok, c'est tout pour Friedrich. Maintenant je vais vous donner quelques conseils un petit peu... surtout rien plus sur l'exécution et les finger tricks, tout ça. Je vais tout de suite revenir sur les PLL. Je vous ai beaucoup parlé des finger tricks de PLL. Je vous ai dit de regarder les vidéos Cube Skills de Felix Index. Par contre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les finger tricks que Felix Index montre dans ses vidéos Cube Skills, c'est les siens. Et c'est pas forcément ceux qui vont vous plaire à vous. Je conseille souvent la vidéo de Victor Collin sur les PLL parce que vous savez, il fait souvent, Victor Collin sur sa chaîne, des vidéos, mon exécution de la PLLE par exemple, mais il dit bien mon exécution parce que ce finger tricks il va pas forcément vous convenir. Donc je vous conseille de regarder beaucoup de vidéos d'exécution différentes pour les PLL et voir ce qui vous convient le mieux. Principal exemple que j'ai de ça, c'est pas forcément un finger tricks pour les PLL, mais c'est plutôt un finger tricks en général. Moi, lors de résolution d'algorithmes, j'aime beaucoup faire les mouvements F' avec l'index. Vous l'avez peut-être remarqué. Attendez. Par exemple, si je dois résoudre la PLLJ, si je la fais lentement, moi je fais pas comme la plupart des cubeurs, c'est-à-dire comme ça, avec un F' avec le pouce. Moi je fais la PLLJ en faisant mon F' avec l'index. Parce que c'est de cette manière que je vais le plus vite, et puis moi je trouve que pour moi c'est la manière la plus rapide de le faire, et c'est celle avec laquelle je fais le moins de lock-up. Si je repasse avec un F', c'est beaucoup plus lent. Donc voilà. Tandis que la plupart des gens, ils font un F'. Moi, je préfère pas. Pareil. Moi, j'aime beaucoup utiliser l'index pour faire des U, voire des U'. Par exemple, si je dois faire un U et que j'ai que la main gauche de libre, je vais toujours essayer de faire un U. Par exemple, la manière
dont je fais la zone gauche. Parce que je fais la zone gauche, je fais pas de U', je la fais sur la droite. C'est-à-dire que je fais toujours L' et je pousse avec l'index droite pour faire mon U', je descends et ensuite voilà. Et ensuite double flick pour finir le go. C'est la manière dont je le fais. Ça marche plutôt bien, mais ça convient pas forcément à tout le monde. Donc là, par contre, il faut vraiment chercher, changer de cube, aller lentement, faire des pauses, revenir, pour voir quel finger tricks vous convient vraiment dans la résolution du Rubik's Cube. Voilà, c'est à peu près tout. Non, si, il y a autre chose pour les finger tricks qu'il faut absolument maîtriser, c'est le double flick gauche. Ça prend énormément de temps, ou si vous êtes droitier, le double flick droite, si vous êtes gaucher, le double flick droite, ça prend énormément de temps à maîtriser. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est fastidieux, c'est très chiant, ça fait mal, mais putain, qu'est-ce que c'est bien. Voilà, je vous conseille vraiment d'être capable de faire double flick à droite et à gauche. Pareil en bas. À gauche, pas forcément. Enfin, moi, j'arrive pas vraiment à gauche, mais voilà. Quoi d'autre? Ah oui, d'être capable de faire les reverse. Essayez de le faire à une main, parce qu'avec les deux mains, ça sert presque à rien, mais essayez de le faire à une main. Ça, c'est très important pour la résolution des PLLE, avec le bon finger tricks. Voilà le reverse. Ok. Quoi d'autre comme finger tricks important à voir? Bon, bien sûr, le double flick DM2. Double flick DM2. Que vous le fassiez à droite ou à gauche. C'est dur de faire le double flick à gauche pour lorsque vous faites une PLL à mouvement M. Mais si vous arrivez à le faire, c'est encore mieux. Voilà. Et c'est à peu près tout pour les finger tricks. Je vais reparler un peu du look ahead, même si j'en ai parlé durant toute la résolution, enfin tout l'explication CFOP que je viens de faire. Principal mot phrase que je dirais pour améliorer votre look ahead, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il faut réussir à contrôler sa vitesse. Qu'il y a un truc extrêmement important à comprendre au Rubik's Cube, c'est pas parce que vous allez tourner le plus vite que vous allez faire le meilleur temps. Alors, vous êtes sub 12, voire mieux, bien sûr que vous savez ça, mais c'est dur à l'appliquer. Donc pour l'appliquer, il faut revenir au slow turning, reprendre les bases, et essayer de faire aucune pause et de rester fluide. Pour vous entraîner au look ahead, essayez de bien noter les phrases que je vous ai dit, donc c'est-à-dire essayer de pratiquer une seule chose, c'est-à-dire ne pas regarder le mouvement que vous êtes en train de faire, regardez le mouvement qui va venir après. C'est-à-dire, je me répète, mais je préfère que ça soit clair, vous êtes en train de résoudre une paire, ne regardez pas la paire que vous êtes en train de résoudre, vous savez la faire, vous n'êtes pas obligé de garder vos yeux dessus, regardez plutôt où est-ce que va atterrir la paire suivante, ou au moins décider quelle paire suivante vous allez résoudre. Voilà. Pour faire ça, vous n'allez pas être capable de faire ça à vitesse maximale, donc vous allez d'abord être obligé de faire ça lentement pour être capable justement de regarder la suivante. Et après voilà, vous allez augmenter votre vitesse petit à petit. Et c'est que comme ça que vous allez avoir les bases assez puissantes pour petit à petit augmenter votre vitesse tout en gardant une fluidité et atteindre le niveau sub 10. Voilà. Je vais rapidement parler des cubes à utiliser. On dit souvent il faut trouver un cube pour nous et il n'y a rien de plus vrai. C'est-à-dire que dans cette vidéo j'ai utilisé mon Gantz, mais en fin de compte c'est pas mon main. Moi mon main c'est lui en ce moment, c'est-à-dire le RS2. Donc c'est pas un cube de ouf, il a même pas des aimants dedans, mais je l'aime bien. Il est assez lent pour moi, parce que oui, un truc hyper important, ça sert à rien de prendre un cube ultra rapide. Vous allez faire des lock-up plus qu'autre chose. Même, essayez de prendre un cube un peu plus lent
que les autres, vous entraînez dessus, passez à un cube pas rapide, hein, mais on va dire moyen, et vous allez faire des super temps. Et même si vous faites un cube, vous restez avec un cube lent entre guillemets, donc c'est-à-dire qui est pas lubrifié au max et qui est pas trop desserré. C'est d'ailleurs quand je prends les cubeurs de certains potes en compétition, par exemple le cube de... Merde, comment il s'appelle ? Le cube de Pablo Contreras, il a un cube qui est tellement lent, c'est fou. Son cube il est trop lent, mais il fait des temps incroyables, genre il est presque sub 9, enfin il est sub 9 et presque sub 8 quoi. Alors que son cube, il est très lent. Mais vu qu'il est lent, son cube, il est très fluide, il fait aucune pause et il a un look ahead absolument monstrueux. Donc voilà, alors c'est pour ça que c'est pas forcément intelligent de prendre un cube le plus rapide du monde. Quand je dis rapide, c'est-à-dire qu'il permet de faire beaucoup de mouvements par seconde en bourrinant, parce que vous allez faire que des lock-up. Voilà, il n'y a que si vous avez un niveau absolument top 5 mondial que peut-être ça vous ira, mais sinon ça m'étonnerait vraiment. Voilà, donc je conseille d'essayer plein de cubes différents et de voir lequel vous convient le plus pour les PLL, pour les OLL, pour les F2L et pour les solves en général. Voilà. Bon, je dirais que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Désolé, elle était très longue, j'avais beaucoup de choses à dire. J'espère que vous avez pu prendre en note un peu tout. Comme prévu, je vous mets dans la description un peu toutes les vidéos qui peuvent aider à connaître des tips and tricks, connaître plus de choses sur le cube et savoir comment les choses, par exemple, vont s'orienter lorsque vous insérez quelque chose en RU ou en FR. Voilà. Mais sinon, principalement, je crois que j'ai fait le tour d'horizon de toutes les choses à travailler et les choses à savoir si vous voulez passer sub 10. Maintenant, au travail, ça va vous demander d'abord de digérer tout ce que je vous ai dit. Ensuite, ça va vous demander beaucoup de travail pour travailler en particulier chaque étape que j'ai détaillée. Mais après, à coup de 200 solves par jour, peut-être que dans un mois, vous aurez gagné une demi-seconde et dans 4 mois, peut-être que vous serez passé sub 10. Tout commence maintenant, comme on dit. Donc, bon courage. Vous pouvez me poser les questions en commentaire si vous avez besoin. J'y répondrai. J'espère que ça vous aura aidé et à bientôt. Ciao, ciao.